Bonjour à tous, bienvenue, c'est la rentrée pour 9h50 le matin en Bretagne. On est bien entendu ravis de vous retrouver et on vous embarque à bord pour 52 minutes de bonne humeur comme tous les matins. Alors nous remonterons le temps aujourd'hui, une plongée dans le haut Moyen-Âge en compagnie de Jérôme Lédélec, auteur d'un très bel ouvrage sur les Vikings, à une époque où la Bretagne faisait face à des invasions de Vikings. Alors qui sont véritablement ces hommes, qualifiés, vous le savez, de barbares sanguinaires, de guerriers? Quelles traces ont-ils laissées dans notre belle Bretagne? Nous recevrons un spécialiste de la question, l'auteur breton Jérôme Lédélec, comme je vous le disais. Nous verrons aussi ce matin que les pépinières d'entreprise se mettent en mode solidaire. C'est le cas de Pépiterre, basée à Sarzeau, dans le Morbihan. Elle s'adresse aux agriculteurs et son objectif, c'est de créer de l'activité respectueuse de la terre et de la mer. Nous vous présenterons également un réseau social 100% breton dédié aux retraités actifs. Il s'appelle Rosalie Life. Cours de cuisine, visites culturelles commentées ou randonnées, les internautes partagent leurs bons plans et leurs idées de sortie. On vous dit comment cela marche dans un instant. Notre expert conso, Olivier Dauvert, quant à lui, nous parlera de la fameuse guerre des prix que se livrent les enseignes de la grande distribution. Et puis nous plongerons aussi ce matin au cœur des énergies de la Terre, sourciers, radiesthésistes, géobiologues, pas facile à dire tout ça. Ces praticiens évoquent le mystère et sont parfois controversés. Et pour eux, pourtant, notre environnement peut influer sur notre santé et sur celle des animaux. Pour le savoir, nous avons testé pour vous. Sans oublier ce matin dans votre émission les offres d'emploi 100% bretonnes de notre expert en recrutement, Sébastiano. Et puis nous retrouverons notre ami Billy, vous le savez, pour une découverte des sens au jardin de Brocéliande à Bréal-sous-Montfort. C'est maintenant l'heure de votre météo. Vous êtes toute printanière, ma chère Catherine. Bonjour, comment oui. ça va? Bon, ça va bien, ça va très bien. Et puis il fait beau, on peut le dire, il fait beau. Ah oui. Le beau temps revient tranquillement vers l'ouest. Donc profitez-en à fond dans le Finistère. Et puis au niveau des températures, on est bien aussi de 15 sur toute la côte nord de Ouessant et Saint-Malo, 18 à Rennes, Quimper et Vannes, 16 à Rostronin. On est bien, on commence bien la semaine. Vous proposez aux Finistériens de faire une capture d'écran, Oui, c'est ça? tout De à ce beau fait. soleil? Voilà, comme il y a un gros rond jaune, ça s'appelle le soleil, les Finistériens. Prenez des photos de la carte, faites des captures d'écran et puis vous pourrez le montrer aux mauvaises langues aussi quand même. Comme quoi il fait toujours beau en Bretagne. Allez, autant de bonnes raisons de rester avec nous. N'oubliez pas vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne où l'émission est diffusée en live. Voilà, allez, c'est parti. Vous prenez un bon petit café, vous faites comme nous. Je vous retrouve dans quelques instants, 9h50 le matin en Bretagne. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous, bonne reprise, bonne rentrée. Nous sommes très très heureux de vous retrouver fidèle au poste derrière votre écran ou derrière votre écran d'ailleurs d'ordinateur puisque nous sommes diffusés en live, vous le savez. D'ailleurs, nous avons un petit coucou de Daniel Schumps de Suisse, de Suisse, de Fribourg en Suisse. Eh bien, on lui renvoie tout de suite son petit coucou. Voilà, on est ravis. Bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Oh Bah oui, je prends l'accent suisse. Bah oui, vous avez raison. Bonjour Marina. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bienvenue à vous tous. Jérôme Lédélec, vous allez nous parler des Vikings tout au long de cette émission. On est ravis parce qu'il y a plein de choses à découvrir sur les Vikings. On a tellement d'idées reçues et de clichés en tête. Alors justement, nous on avait envie un petit peu de vous mettre au défi. On va vous proposer un petit quiz sur les Vikings. On va commencer comme ça. Une première question. Les Vikings naviguaient-ils sur des dracars, Jérôme ? Alors oui et non, c'est-à-dire ça commence que Ça marche pas, ça, dans les quiz, oui et non. oui, aujourd'hui on appelle ça des dracars forcément parce que c'est un mot qui a été popularisé au 19e siècle en fait, qui est un dérivé de Dreki, le dragon en fait, donc qui était la figure de proue en fait des dracars qu'on retrouve sur les images et qui étaient réellement en effet des figures fantastiques sur la figure de proue. Mais à leur époque, c'était les familles des skips, donc les Longskip, et les Knorr, il y avait plein de bateaux, en fait, navires différents, des bateaux de guerre, des bateaux de commerce, qui étaient d'une architecture différente, mais tout était bâti sur le même plan, c'est-à-dire des bateaux montés, des planches montées à clin, des bateaux très flexibles qui tenaient aussi bien dans la haute mer que dans les rivières, surtout avec très peu de quilles. Donc ils pouvaient remonter des fleuves et des rivières très loin, ce qui explique aussi leur capacité à avoir visité en fait une grande partie de l'Europe et même plus loin puisqu'ils sont allés jusqu'aux États-Unis, on le sait maintenant. Allez, deuxième question, les Vikings portaient-ils des casques à cornes ?
Alors, On va des passer tous les casques, clichés en revue, hein. oui, des casques à cornes, non. Là aussi, c'est une légende. Quelle déception. Quelle déception. Ce Stéphane est sont très, des, très déçu, vous ce savez. sont des images qui sont nées au 19e siècle, là encore, dans des opéras, dans des iconographies qui datent de cette époque-là. Il y a une source un petit peu archéologique parce qu'on a trouvé à cette époque-là des casques à cornes, en effet, mais qui étaient des casques rituels au Danemark qui dataient de l'âge du bronze, donc bien plus tôt que la période des Vikings. Mais non, ils portaient des casques bien plus impressionnants que des casques à cornes. Ils portaient des casques à œillères, donc des casques avec un espèce de masque, en fait, qui leur donnait un caractère assez agressif et assez fantastique. Et souvent, ils avaient également porté du maquillage, ils se noircissaient les yeux, etc., tout ça pour avoir un aspect vraiment impressionnant. Donc c'est encore mieux que le mythe, en fait. C'est La beaucoup- réalité c'est beaucoup plus dépasse la intéressant, fiction, c'est ça. c'est beau ça. Est-ce qu'ils buvaient dans les cornes? Alors oui, ça, on pense que c'est ça, à oui, peu près voilà, à pas mal. tester. Pas dans le crâne de leurs ennemis, en revanche. C'est pas Ah, on très est pratique. hyper hein. Là encore, déception. Il y a pas mal de Non, mais trous, le crâne est plein de trous. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout pratique de toute pas un façon. bon Il récipient. faut être logique. Non, les cornes, en revanche, oui, les cornes de bovins étaient utilisées surtout dans des manières rituelles, en fait. Probablement dans des banquets ou des choses comme ça. C'est pas le gobelet qu'on a. Voilà. C'est pas le gobelet de la Là aussi- cantine de tous les jours. Non, là aussi, c'est pas super pratique à poser sur On la imagine. table. Hein. Allez, tous avec notre corne, on boit notre petit café. C'est parti. Allez, on vous retrouvera tout au long de cette émission, Jérôme, et on n'est pas au bout de nos surprises avec vous. On va retrouver Billy, notre ami Billy, vous savez, hein, qui est en direct depuis le jardin de Brocéliande, le jardin des sens à Brocéliande, à Bréal, sous Montfort. Bonjour Billy. Et oui Laurence, nous sommes de retour ici au jardin de Brocéliande. Alors la pluie a pointé le bout de son nez. Donc le jardin de Brocéliande, c'est aussi le jardin des sens. Et donc dans ce cadre-là, eh ben, je vais devenir aveugle pour faire le parcours ici du jardin des sens. Donc je mets les lunettes et je ne vois plus rien du tout. Et maintenant, je ferme les yeux. Alors il y a voilà, une petite truc ici. Et je vais devoir en fait, pendant tout ce parcours, me rendre compte des difficultés qu'a un aveugle dans la rue de tous les jours avec, et ben là, oh là, donc là je vois qu'il y a des bosses. Donc tout ça pour dire qu'au jardin de Brocéliande, le handicap en fait il est inversé. Donc je ne vois pas du tout là où je suis en train de me faire très mal à la main. Alors, hop là, donc là c'était des petites brosses, hein, j'ai l'impression. Hop. Donc je pense que là, en plus, la pluie aidante, eh ben, c'est la rue de tous les jours, hein. C'est comme ça que se passe dans la rue de tous les jours la vie de quelqu'un qui est malvoyante. Parce que j'ai dit aveugle, mais on dit malvoyant. Alors, pour l'instant, c'est pas trop compliqué, hein. Ça va aller. Je perds le bout de mon tuyau. Donc voilà, donc là, je découvre. Alors, en fait, je ne mets pas ma main devant parce que je me dis qu'il n'y a pas de danger devant, mais tout à l'heure, je me suis bien pris les trucs, les petites brosses directement dans la tronche. Alors, hop là. Oh. Donc là, je mets les deux mains parce que on perd le fil complètement là. Oh là là. Là, je suis vraiment... Je sais plus trop où je suis. Alors. Oh, là, ça monte. En plus, comme il y a de l'eau, ça glisse. Alors là, je suis perdu, ça y est. Ok, j'ai retrouvé de l'autre côté. Mais j'ai plus à droite. Peut-être qu'ils ont enlevé le fil exprès, hein. Ah, voilà. Tac. Alors. Et c'est vrai que du coup, au jardin, comme ça, on se rend compte des difficultés de chacun. Donc c'est une petite balade qui est sympa à faire en famille parce qu'il y a des activités pour les grands-parents qui aiment bien voir les fleurs, des activités pour les parents qui peuvent souffler un peu parce qu'ici, les enfants sont en liberté. Alors là, ça patauge, hein. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a comme matière au sol, mais c'est vraiment mou. Et du coup, on est un peu perdu. Oh là, vous avez vu, j'ai perdu le... Alors là, je vais tout droit. Oh là 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 là, je ne sais pas où c'est tout ça. Ah, alors là, on change complètement de sensation parce qu'on était sur du plastique et on a de la corde. Alors, on y va. Et c'est vrai que quand on est là comme ça, sans repère visuel, quand on est comme moi depuis tout petit avec cette habitude, eh ben, je me suis complètement voûté
Je pense que là, alors, vous devez vous marrer en plateau de me voir comme ça ici, en train de tâtonner un peu partout. En train de voir, enfin façon de parler, hein, parce que pour le coup, je ne vois plus rien du tout. Alors, ah bah là, mais ils ont fait une petite farce, c'est-à-dire qu'on n'a plus le cordon. Oh là! Ah, là il y a une marche. Ok, c'est ça. Alors, je pense, voilà, je suis sur un petit ponton à mon avis. Avec des petites Bon, bananes. allez, on va laisser poursuivre Billy dans sa déambulation à l'aveugle, expérience étonnante et très instructive sur les difficultés que rencontrent les personnes malvoyantes. Voilà. Virginie, une petite réaction? Vous n'auriez pas aimé être à sa place, je crois, là, pour le coup. Non, je n'aurais pas aimé être à sa place, mais je suis impressionnée par sa capacité à parler tout le temps. C'est ça. Avec les yeux fermés en plus, c'est extraordinaire. Voilà. Virginie, avec vous, on va aborder une thématique très intéressante, assez étonnante, une pépinière d'entreprise, mais pour un domaine particulier. Dites-nous tout. Oui, donc c'est une pépinière. C'est une initiative dans le Morbihan. Elle s'appelle Pépiterre. Elle a été créée en mai 2017. Et cette association donc, est une pépinière d'entreprise. Le but, c'est de favoriser l'installation d'activités qui soient respectueuses de la terre, mais aussi de la mer. Et à l'intérieur de cette pépinière d'entreprise, ce qui est assez original, c'est que l'on trouve des projets agricoles. Alors ça ressemble à quoi justement une pépinière pour des projets agricoles? Alors à l'intérieur de cette pépinière, on peut donner les deux exemples de personnes installées. Pour l'instant, du côté de l'activité mer, ça n'a pas encore démarré. Donc l'activité terre, en revanche, c'est fait. Donc on a par exemple Antoine qui est installé avec sa compagne Aurélie. Ils élèvent des poules pondeuses et des poulets de chair, donc sur 1000 mètres carrés avec du plein air. Ils sont en production en agriculture biologique et ils se sont installés tous les deux pour tester leur activité. On croise aussi dans cet endroit Fanche. Lui, il est agriculteur, il fait des plants de légumes bio. Donc ce sont les plants que l'on va retrouver ensuite dans les champs chez les agriculteurs qui souhaitent cultiver des tomates, des pommes de terre, des betteraves, etc. Donc tous les quatre se sont installés, ils se sont rencontrés parce qu'ils cherchaient des terres dans le Morbihan. Et puis ils ont choisi de créer cette activité et le fait d'avoir récupéré des terres donc, à Sarzeau, ils ont réussi, un pépiniériste en fait est parti à la retraite. Et il a laissé un terrain de 4000 m² sur lequel il y avait un hangar, sur lequel il y avait aussi des serres et des bureaux. Donc l'association a pu voir le jour et ils se sont installés pour se donner des coups de main, pour un petit peu tester leur modèle agricole. Ils mutualisent leur espace finalement, c'est ça? C'est ça, ils mutualisent l'espace et ils peuvent également se donner des coups de main, des conseils, puisque lorsqu'on démarre en agriculture, on peut avoir beaucoup de surprises. Quels sont les avantages très concrètement pour eux? Alors l'avantage de cette pépinière donc, qui s'est créée à Sarzeau, c'est d'abord d'offrir des terres à des agriculteurs qui souhaitent tester leur modèle. Donc on sait qu'au niveau national, la question de l'accès aux terres agricoles, c'est l'enjeu premier lorsqu'on souhaite s'installer en agriculture, puisqu'avec l'artificialisation des sols, donc c'est tout ce qui est l'urbanisation, tout ce qui est la création de zones d'activité artisanale, on voit bien que les terres agricoles reculent, les surfaces reculent et on sait aujourd'hui qu'environ tous les 7 ans, il y a l'équivalent d'un département entier de terres agricoles qui disparaît encore en France. Donc au moins dans cet espace, voilà, on réduit un petit peu le problème de l'installation. On a des terres à disposition pour pouvoir tester son modèle. L'autre intérêt de la pépinière, c'est vraiment de pouvoir tester l'agriculture. C'est une activité que l'on connaît peu. Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs qui s'installent ne sont pas issus du milieu agricole. Et il y a quand même, d'abord, il faut tester son modèle économique. Ça peut permettre de trouver plus vite des distributeurs, donc d'avoir plus vite ses débouchés pour vendre ses produits et donc s'assurer de la trésorerie. Ça permet également de tester ses horaires de travail, puisqu'en agriculture, c'est un bureau sur ce n'est pas un bureau. Et donc, justement, on peut avoir des horaires très, très, très larges. Donc, ça permet aussi de se tester là-dessus. Et puis également sur la saisonnalité, puisque suivant les saisons, par exemple, pour les plants bio, voilà, les charges ne vont pas être les mêmes l'hiver ou l'été. Ça ne va pas non plus pousser de la même manière. Les poules ne vont pas réagir de la même façon que l'on soit en période de pleine lumière ou en période hivernale. Donc voilà, ça permet de se tester en réel sur cette activité. Est-ce que ça
fonctionne. Alors, est-ce que ça Est-ce que ça fonctionne? marche réellement? Alors, c'est encore trop tôt. On va dire que c'est trop tôt pour le dire, puisque ça fait 1 an. Donc, ce serait un petit peu tôt pour le dire. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça a vraiment un intérêt. Et on sait déjà que pour deux des cofondateurs, on parlait d'Antoine et Aurélie tout à l'heure avec leurs poules pondeuses et de Fanche avec ses plans bio. Alors, ils ont trouvé, eux, des terres. La commune de Saint-Gildas-de-Ruisse, de la même manière en presqu'île de Ruisse, cherchait des porteurs de projets à installer sur l'activité agricole en agriculture biologique. Et le fait d'avoir travaillé ensemble, d'être repérés comme des personnes qui ont déjà testé leur activité, ça les a probablement aidés à obtenir ces terres. Est-ce qu'il y a d'autres exemples en Bretagne? Alors, il y a d'autres exemples. Donc, il y a le réseau qui s'appelle Renata. Donc, c'est un réseau de tests agricoles. C'est une longue réflexion qui a été menée par des associations de développement rural. La réflexion avait démarré dès 2008 avec ce regain d'intérêt pour l'installation agricole, mais en face des difficultés, on sait que les 5 premières années sont vraiment décisives pour l'installation. Donc, il y avait ce souhait d'aider les personnes non issues du milieu agricole à tester vraiment leur activité. Donc, depuis 2012, le réseau fonctionne. Voilà. Et donc, il y en a un qui est basé à Rennes, l'autre à Brest, et il y en a un troisième qui est en construction en Bretagne, c'est dans les Côtes d'Armor. Et on a eu les premiers chiffres. On sait qu'il y a environ, à travers la France, 500 agriculteurs qui ont pu tester ce système. 70% des agriculteurs qui l'ont testé ont choisi de rester dans l'agriculture, de poursuivre leur activité agricole. 15% ont choisi d'abandonner l'activité agricole, se sont rendus compte que finalement, ça n'était pas viable économiquement, le modèle qu'ils avaient conçu, ou tout simplement pour eux, ça ne convenait pas. Et 5% des personnes ont choisi de modifier leur projet. Donc, par exemple, ça peut être une personne qui avait décidé de faire de l'élevage de chèvres pour avoir du lait de chèvre et faire de la transformation de fromage, et qui s'est dit, finalement, l'élevage plus la transformation, c'est trop. Je m'approvisionnerai en lait de chèvre à un autre endroit et je vais me concentrer sur la transformation. Donc voilà, ça permet à tout le monde d'avancer en encourageant bien évidemment des systèmes agricoles qui ne soient pas intensifs ni industriels et qui restent respectueux de l'environnement et des hommes et des animaux et de la nature et tout ça. Merci beaucoup Virginie, on vous sent passionnée. Difficile de vous arrêter. L'agriculture, c'est passionnant. Ouais. Vous connaissiez toutes ces initiatives les uns les autres? Non, mais ça me fait penser aux pépinières pour les startups, justement. Exactement. Ça porte le même C'est nom. le même principe. Il n'y a pas que les startups, il y a même les entreprises Exactement, agricoles, mais la modernité. Ce sont des entreprises aussi. C'est la même idée, c'est-à-dire il faut tester son modèle, on a le droit de faire des erreurs, on apprend de ses erreurs et effectivement, éventuellement, corriger son modèle. Alors que le système où on emprunte pour s'installer en exploitation, ça ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Ça donne un peu de souplesse. C'est extrêmement cher de s'installer sur le système agricole. Alors il y en a un qui est passionné aussi. Mais alors lui, c'est des Vikings. Voilà, chacun son truc. Jérôme Nédélec, vous êtes auteur des Frontières liquides. C'est très bel ouvrage. Qui étaient vraiment ces Vikings? Des barbares, comme on le décrit souvent, ou pas du tout? Pour les gens qui habitaient par ici, de ce côté-ci de l'Europe, oui, forcément, puisque leur visite n'était pas toujours signe de grande sympathie. Non, c'était... Aujourd'hui, on en a la certitude, ce n'étaient pas des barbares, c'était des gens évolués, des gens avec une structure sociale évoluée, avec des croyances évoluées. Ce sont des gens qui ne sont pas apparus du jour au lendemain ici, en tout cas pour la Bretagne ou en tout cas la France en général. D'abord, leur activité principale était le commerce. Ils ont commercé sur toutes les côtes en fait d'Europe depuis très très longtemps. Grâce surtout à ce dont on parlait tout à l'heure, c'était dans leurs navires particuliers et particulièrement modernes pour l'époque. Ils avaient accès à beaucoup de ports et beaucoup de ports sur les fleuves et aussi sur les rivières, donc ils pouvaient pénétrer profondément dans les territoires. Et ce commerce, petit à petit, s'est transformé en commerce un peu plus agressif, on va dire. On est passé de force de vente à vente forcée, c'est-à-dire qu'il fallait de plus en plus... Voilà, sans pépinière cette fois. Enfin, entre eux, ils avaient leur façon, ils avaient une façon particulière. Donc, ils ont commencé à faire des comptoirs, en fait, des comptoirs sur les fleuves. Ouais. Ils ont fondé beaucoup de villes en Europe, York, Dublin. Ils se sont installés à Nantes, ici, pendant plusieurs décennies. Et
voilà, vraiment pour travailler sur le commerce. Ça veut dire qu'ils cherchaient à s'installer durablement dans notre région? Alors au départ, on a c'est toujours cette notion de commerce qui fait qu'on va forcément s'installer sur un territoire. Ils l'ont fait aussi en Russie, ils ont fondé Kiev aussi. Enfin, vraiment, ils ont été sur tout le territoire européen. S'implanter sur un territoire quand on fait du commerce, c'est chose logique. C'est-à-dire que c'est pour avoir le marché, tout simplement. Et puis, au fur et à mesure, on s'installe, on se marie, on s'installe de plus en plus durablement. Donc, l'idée de rester sur le territoire devient logique. Mais au départ, c'était pas forcément l'idée. Quant à leur barbarie et leur sauvagerie, elle était très organisée. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, avec les casques qui avaient cette notion un petit peu, on les voit sur les photos, là, ce côté un petit peu guerre psychologique. C'est-à-dire qu'ils utilisaient beaucoup la menace, en fait, plus que le fait de prendre par la force. Ils faisaient un système un peu mafieux qui était de dire, si vous ne nous payez pas, nous allons vous attaquer. Et au final, ils avaient régulièrement gain de cause. Ça s'appelait le Danegeld, l'or des Danois. C'était une espèce une sorte de rançon, en fait. Et ils arrivaient comme ça à effrayer les gens. Brûler, par exemple, les villages avait une signification particulière. C'est-à-dire que quand vous pilliez quelque part, vous faisiez un petit coup de main sur un village, en mettant le feu quelque part, les villageois étaient occupés à éteindre le feu après et ne pas vous poursuivre. Ils ramassaient leurs blessés et leurs morts systématiquement pour faire croire en fait qu'ils étaient invincibles, tout simplement. Donc ce sont des choses qui sont assez bien décrites dans les sagas et qui nous donnent leur façon en fait de faire. Ils étaient relativement peu nombreux. Ouais. Et ils n'attaquaient que quand ils avaient la certitude d'avoir la victoire. Alors, on parlait de la Bretagne à l'instant, et ce n'était pas un hasard, parce que votre livre, Les frontières liquides, s'inscrit dans un événement historique qu'on appelle la bataille de Questembert. Alors, elle a opposé Bretons et Vikings, c'est ça ? En fait, les Bretons et les Vikings se sont opposés tout le long de du haut Moyen-Âge, en tout cas à partir de leur arrivée au milieu du 8e siècle jusqu'à leur départ au milieu je me suis trompé, au milieu du 9e siècle, à leur départ au milieu du 10e. Et on a au départ juste des petits coups de main comme ça. Et puis en 890, ils vont s'organiser, les Scandinaves, et essayer, là pour le coup, de commencer à s'installer en Bretagne. Et Alain le Grand, qui est le dernier roi des Bretons, les rois bretons, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 3, Alain le Grand donc, a réussi à coaliser différentes armées, parce qu'il y avait une guerre civile à ce moment-là pour combattre en effet les Vikings. Alors on dit Questembert, en fait il n'y a pas de certitude quant au lieu exact. Questembert, ce lieu a été écrit à peu près 8 siècles après par Pierre Lebeau qui était l'historien d'Anne de Bretagne, donc on n'a pas réellement de certitude sur le lieu. Pour ma part, moi je l'ai placé plus sur les bords de la Vilaine, mais c'est vrai qu'en tout cas cette bataille, on est à peu près sûr qu'elle a eu lieu. Où exactement, ça on se pose encore la question. Bon, alors on reviendra tout à l'heure sur votre livre. Quel point de départ d'un projet transmédia qui s'appelle l'Armée des Veilleurs. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette émission. Vous restez avec nous. On va parler maintenant de géobiologie. Vous allez voir, ce n'est pas vous qui allez me contredire, Jérôme. La Bretagne est une terre de légendes et de mystères. On va s'intéresser à cette matière, peut-on l'appeler comme ça. C'est un reportage de Karine Sévère et de Christophe Rousseau. Karine Sévère qui a donné de sa personne, vous allez voir. Cette exploitation agricole a connu de gros soucis il y a quelques mois. Les vaches ont développé des problèmes de santé et ne voulaient pas rentrer dans la nouvelle salle de traite. On a cherché beaucoup de raisons. On a cherché tout d'abord au niveau de nous. On pensait que c'était nous qui faisions mal notre travail. Alors que on faisait tout ce qui était notre possible pour pouvoir avoir un logement exceptionnel pour les vaches, c'est-à-dire des matelas, de la paille, qu'elle soit propre, de l'eau nickel, que l'alimentation soit bien équilibrée. En fait, on avait fait tout le tour du problème. On aime tout ce qui est carré, tout ce qui est calculable, tout ce qui est cartésien, on va dire. Et là, c'était quelque chose qu'on ne maîtrisait pas. Le producteur a donc fini par contacter un géobiologiste. Pour lui, pas de doute, le problème vient d'ici. Sous la salle de traite, deux veines d'eau se croisent,
de l'eau chargée d'électricité en provenance du réseau extérieur. On va trouver au transformateur des prises de terre. Les prises de terre, c'est une poubelle électrique. Donc des transformateurs injectent dans la terre une poubelle électrique qui est reprise automatiquement par les veines d'eau. Les veines d'eau vont faire comme des fils électriques, vont venir, si vous voulez, horizontalement sur la terre ou dans la terre. Mais la distribution énergétique aussi de ces problèmes, de cet électromagnétisme-là, va se faire toujours tertielle. Donc ça fait que quand on est sur une veine comme ça, perturbatrice, on ne va pas se sentir bien, quoi. Et les vaches, reliées au sol par 4 pattes, ne sont pas épargnées. Philippe a donc agi promptement. Avant, je mettais des choses dans la terre et je jouais sur les informations au niveau de l'eau, au niveau des failles. Actuellement, j'agis simplement avec le mental. C'est-à-dire, mon mental va créer des énergies donc positives autour de l'exploitation. Et ces énergies-là sont présentes, restent là. Et dès l'instant que les énergies négatives qui viennent de l'extérieur vont rencontrer l'énergie que j'ai créée positive autour de l'exploitation, l'énergie va devenir elle-même positive. Voilà. Ça a fonctionné. J'ai vu les résultats rapidement déjà en salle de traite, les vaches qui rentraient plus facilement en salle de traite. Sur l'ingestion de l'alimentation, des vaches qui mangeaient beaucoup mieux, une répercussion sur les résultats, déjà une augmentation de la production laitière. Et puis aussi au niveau de la fertilité des vaches, pour moi ça a été flagrant. Pour mieux convaincre mon esprit rationnel, Philippe m'emmène sur un croisement de sources à l'extérieur de l'exploitation. Je demande aux antennes simplement, par le mental, où est la veine d'eau, où est la veine d'eau, où est la veine d'eau, voilà. Et donc vous voyez, quand j'arrive sur la veine d'eau, les baguettes viennent dans la même position et dans le même sens que la veine d'eau. On va faire une expérience puisqu'on va bénéficier d'une source ici. Vous regardez devant, vous laissez faire et vous allez voir, vous allez tourner à ce moment-là, soit à gauche, soit à droite. Vous voyez, vous tournez tout seul à droite. Oui, d'accord. Voilà. Ok, vous remettez bien dans l'axe de la veine d'eau ici, et vous laissez faire, et là automatiquement vous allez tourner dans l'autre sens. Voilà. C'est étonnant, mais oui, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est donc étonnant. C'est l'énergie de la veine, des veines ici en l'occurrence, qui font que ça agit sur votre corps. On va positiver simplement par le mental les 2 veines d'eau là qui sont présentes, et vous allez voir énergétiquement le changement qui va se produire, et vous allez être plus ancré, vous allez être beaucoup plus stable sur vos jambes. Donc voilà. Donc là, il y a une stabilité qui est présente. Et donc je ne peux plus tourner non plus ? Vous n'avez plus tourner non plus. Alors je peux m'en Voilà, mettre... comme ça. Ah non, voilà. Je tourne plus. C'est fini. Je vous rassure, Karine Sévère va très bien. Tout va bien, on se tourne tous ensemble et on fait un petit coucou à Annick Lemoine qui nous dit très intéressant ce reportage. Merci à tous. Stéphane, on vous retrouve, vous, pour un sujet très intéressant également. Dites-nous tout. Qu'est-ce que vous avez On va parler réseau social encore. Encore un réseau social, oui, sauf que celui-là, pas comme les autres. Pourquoi ? Parce qu'il ne vient pas de San Francisco, il vient de Brest, déjà, premièrement. Déjà. Et puis, c'est un réseau social qui n'est pas fait pour, finalement, rester chez soi, Marina Boucher, mais aller vers les autres. Oui, tout à fait. Donc on utilise des outils modernes. Hein. Le web le permet aujourd'hui et c'est un réseau qui permet de faire se rencontrer des personnes qui habitent proches les unes des autres, avec l'intention de sortir, d'aller vers des activités comme l'échange de savoir, service du troc, voire d'initier ou de rejoindre un projet collaboratif ou solidaire. Quoi. Voilà. Alors ça s'appelle Rosalie Life. Alors Rosalie, ça fait pépinière justement, ça fait pépinière de start-up. Ça vous est venu comment cette idée ? Rosalie, en fait, c'est un vélo participatif. Donc l'idée, c'était mettons-nous ensemble pour avancer de manière conviviale. Voilà. Donc, et on va partir sur quel type de projet, du coup ? Alors les projets qui sont initiés en fait sur Rosalie Life, ça va être des projets type de l'habitat participatif, type des jardins partagés, ça peut être de l'achat groupé. Ça peut être également des projets de solidarité vis-à-vis de l'accueil de personnes migrantes. Ça peut être des projets de solidarité vis-à-vis de personnes vieillissantes. En fait, il y a la place pour toutes sortes de projets à partir du moment où on a une intention d'aller vers une société plus humaine. Voilà.
Alors que beaucoup de réseaux sociaux, finalement, même quand ils proposent de s'aider entre voisins, etc., c'est beaucoup sur j'ai un appareil à raclette, est-ce que je peux vous le prêter, vous savez bêcher, est-ce que vous pouvez venir dans mon jardin. Là, on est vraiment orienté sur des projets plus construits, avec plus de, je dirais, d'engagement et de valeur. Il y a les deux en fait. On a essayé d'imaginer toutes les marches. Il y a une marche basique qui est juste se rencontrer sur des centres d'intérêt commun ou des valeurs communes. Il y a une marche où on fait de l'échange de savoir, service, du troc gratuitement entre particuliers, parce qu'il y a beaucoup de réseaux où c'est payant en fait, avec une commission entre les échanges. Et il y a la possibilité d'initier ou de rejoindre des projets solidaires ou citoyens, quoi. Alors, ça aurait pu être une association, finalement, Ouais. classique, mais vous êtes quand même une entreprise. D'ailleurs, vous avez reçu le prix de la femme entrepreneuse de l'année 2017, ou dans une catégorie particulière. Ouais. C'est une entreprise qui a le label d'utilité publique. Oui. Finalement, comment est-ce que vous gagnez votre vie ? Quel est le projet d'entreprise là-dessus ? Alors aujourd'hui, pour tout ce qui est pour les particuliers, en fait, tout est gratuit sur ce réseau social. Et après, en fait, on a des entreprises ou des collectivités, voire des bailleurs sociaux, qui font appel à nous parce qu'ils veulent eux-mêmes développer dans leur société, on va dire, un réseau sur l'aspect à vocation sociale et solidaire. Soit ils veulent créer un groupe sur Rosalie, parce que tout leur plaît chez Rosalie, et voilà. Donc aujourd'hui, on va dire, on a 2 ans d'existence, on est une jeune structure. On n'avait pas de modèle économique au début, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on fait partie de l'environnement, on va dire, des startups, mais d'utilité sociale, ce qui est une de nos particularités. Et pendant une année, on a fait de la recherche et développement, et là, on va dire depuis 3-4 mois, on essaie de trouver notre modèle économique, et on a des entreprises qui sont très intéressées par ce qu'on a développé, par le concept qu'on a développé. Je pense que les particuliers, les associations, les collectivités, le monde de l'entreprise plus classique ont besoin de retrouver un semblant d'âme pour aller, on a vu tout à l'heure, d'aller vers une agriculture peut-être plus proche de l'humain. Finalement, on se rend compte qu'un peu partout, la vraie force des entreprises et ce qui fait l'économie et ce qui donne de la valeur, c'est l'humain avant tout, quoi. Donc voilà. Merci Marina. Voilà un sujet qu'on peut retrouver sur notre blog Onde Positive, dont on a vu un aperçu à l'écran, qui s'occupe des belles initiatives en Bretagne. Merci pour ce beau projet, la présentation de ce beau projet. Merci. On fait un petit coucou tout de suite à Romane qui nous envoie ses salutations depuis Varsovie. On a une émission qui regardait un peu partout. Célèbre. C'est incroyable. Et puis également Laurence Desjardins qui nous fait un petit bonjour de Picardie. Voilà, Olivier Dauvet, on vous retrouvera tout à l'heure pour votre chronique sur la guerre des prix. Et puis quant à moi, je rejoins tout de suite notre chère Catherine Bossard qui va nous faire un petit débriefing à mi-chemin dans cette émission. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé, ma chère Catherine, jusqu'ici ? Ça m'a intéressé. Déjà, bonjour Varsovie, bonjour la Picardie, bonjour la Suisse, en effet, c'est exceptionnel. Mais c'est surtout une source d'inquiétude. Et que je souhaite... Qu'est-ce qui vous mais c'est Billy, quoi. Ma pauvre Billy, mais oui, mais on va le retrouver. Billy est accompagné par une équipe technique. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde va bien. Il est là et je suis comme... J'aimerais bien savoir ce qui devient parce que... On va le retrouver tout de suite, vous en faites pas, on va le retrouver tout de suite. On retrouvera Sébastiano également avec ses offres d'emploi 100% bretonnes. Pour l'instant, on vous donne un petit avant-goût de ce qui vous attend dans vos titres ce midi. L'université de Rennes 2 qui a été évacuée dans le calme très tôt ce matin. Nous parlerons également de musique dans les EHPAD et puis nous ferons le point sur la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy. Allez, il est l'heure de retrouver l'ami Billy puisqu'on est tous inquiets pour lui. Dites-nous, Billy, où en êtes-vous ? Là, je retrouve mes petits bouts de plastique. Oh là. J'ai entendu un bruit. Oh la vache. Ok. Voilà. Oh là. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, ça peut vous arriver, un poteau qui vous arrive comme ça devant. Alors là, je mets les mains en l'air parce que je me rends compte qu'il y a des choses là-haut. J'avais pas pensé à ça. Alors, ici, nous sommes où ? Tac, tac. Oh là 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 là. Non, mais là, je suis complètement paumé, Laurence. Vous pouvez être sûr que là, vous n'allez peut-être pas pouvoir finir l'émission parce que je vais finir là-dedans. Je ne sais pas du tout où je peux être. Et là, je suis complètement paumé. Alors, il y a des ballons, j'ai l'impression. Je ne sais pas du tout par où aller. Alors, par où je vais ?
Alors, a priori, ici, c'est un mur. Donc là, il y a des gros pots de fleurs, on va dire. Alors ici, bonjour madame, bonjour monsieur. Excusez-moi, on voudrait juste passer. Là, on est dans le bus. C'est un peu serré, c'est la... Oh là. C'est l'heure de pointe. Oh. Oh bah putain. Pardon. Je dis des gros mots. Mais là, je vous avoue que c'est vraiment très compliqué. Et c'est vrai qu'on prend conscience à ce moment-là de la difficulté d'évoluer dans le paysage urbain avec tous ces... Pardon monsieur. Non mais... Et c'est là où on se dit qu'hier soir on a bien fait de pas trop manger. Alors, là ils nous ont mis des branches d'arbres, j'ai l'impression, ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que tu reviens blessé de cette visite là. Hop là. Alors, je ne sais pas ce que c'est, des morceaux de bambou, j'ai l'impression. Hop là. Allez, au revoir les enfants. Alors, bah là, pour le coup, c'est fermé. Fermé. Voilà. Alors. Oh là. C'est vraiment déstabilisant, hein. C'est impressionnant comme sensation que nous avons. Alors là, je vais bon, bah, je crois qu'on va laisser Billy essayer de trouver la sortie. On le retrouvera tout à l'heure. Mais aucune inquiétude, hein, il gère pas trop mal. C'est notre guerrier à nous, vous voyez, une sorte de viking des temps modernes. On va retrouver Olivier Dauvert, notre expert conso, qui va nous parler de la guerre des prix. Alors, est-ce que c'est aussi terrible que la guerre que se livraient les vikings? C'est pas loin, hein, finalement. Alors oui, c'est la guerre des prix parce que les commerçants, en fait, sont tous sauf des philanthropes. Et quand ils baissent les prix, c'est parce qu'ils ont diagnostiqué qu'il fallait faire la guerre, qu'il fallait la mener. C'est pas pour élever le niveau de vie des Français, c'est parce qu'en fait, ils font tous le même diagnostic, c'est que pour avoir le plus de clients possible dans les magasins, il faut commencer par avoir les prix les plus bas possibles et que c'est finalement une règle de base du commerce, surtout si vous vendez les mêmes produits que vos concurrents, et c'est le cas de l'alimentaire, parce que vos marques préférées en alimentaire, elles sont présentes dans tous les magasins, donc leurs prix sont comparables. Et donc, dès lors que vous achetez, je sais pas, du camembert président, des biscuits Lu ou du jus de fruits Tropicana, ce sont des produits sur lesquels les distributeurs se livrent une guerre sans merci. Sans merci. Alors pourtant, on dit quand même que le consommateur est désormais moins sensible au prix et davantage à la qualité. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est pas incompatible. Effectivement, le consommateur version 2018 n'a jamais été aussi sensible à la qualité qu'aujourd'hui. Mais dans le même temps, sur vos marques préférées, quand vous pouvez les acheter plus cher ou moins cher, que préférez-vous? Évidemment, vous êtes comme tout le monde, vous les achetez le moins cher possible. Rappelez-vous, en début d'année, on a eu un épisode qui a fait beaucoup parler, y compris dans les médias grand public, c'est la fameuse promo à moins 70% sur le Nutella, chez Intermarché. Qu'est-ce qui s'est passé? Les magasins ont été dévalisés. Certains consommateurs en sont même venus aux mains pour s'arracher les derniers pots de Nutella. Et après, vous avez des esprits bien pensants, mais souvent parce que trop aisés, qui viennent expliquer sur les plateaux de télévision que le consommateur a d'autres centres d'intérêt que le prix, qu'il ne connaît pas les prix. Ben voyons, s'il ne connaissait pas les prix, il ne se serait pas rué sur le Nutella en promo à 1,41 € le pot de 950 grammes. Vous en avez acheté? Mais bien évidemment, parce que les prix sont une obsession. Mais chez moi, mais comme chez tous les consommateurs. Alors, est-ce qu'on profite vraiment de cette guerre des prix? Alors, oui. Toutes les études, en tous les cas, les études sérieuses le montrent. En moyenne, depuis 4 ans, sur tous les produits alimentaires que vous trouvez dans votre hypermarché, les prix sont en déflation. Ça veut dire que d'une année sur l'autre, les prix sont plus bas l'année d'après que l'année d'avant. De manière plus spécifique sur Rennes, et on peut l'élargir évidemment à la Bretagne sans aucun problème. Depuis 15 ans sur Rennes, je relève les prix d'un panier de 120 produits dans tous les magasins de Rennes tous les mois. Eh bien, en 2018, les prix sont au même niveau que ce qu'ils étaient en 2008. Ça veut dire qu'en 10 ans, sur ces produits, essentiellement des grandes marques, qui sont dans mon panier de 120 produits, il n'y a pas eu d'inflation. Alors que dans le même temps, le SMIC, pour prendre un indicateur de salaire, a progressé, lui, de 13% sur la même période de 2008 à 2018. Ça veut donc dire que votre pouvoir d'achat alimentaire, si les prix font 0 et votre salaire plus 13, votre pouvoir d'achat alimentaire, en réalité, il a augmenté de 13%. Alors pourtant, quand on les interroge, les consommateurs disent que les prix augmentent et que leur pouvoir d'achat baisse. Expliquez-nous. Et on est tous pareils, je lis effectivement les mêmes études. C'est
leur ressenti, mais c'est factuellement faux. Il y a deux explications. D'abord, parce que quand on est interrogé sur ce genre de sujet, quand on répond à un sondage, la tentation naturelle, c'est de répondre « tout augmente ». Donc ça, c'est une évidence, tout augmente. Mais le fond du problème, quand on réfléchit un tout petit peu plus, c'est pas votre pouvoir d'achat, c'est votre vouloir d'achat. Parce qu'en fait, année après année, vous en voulez toujours plus. Vous voulez et le smartphone dernier cri, et des vacances, et des loisirs. Et comme vous ne pouvez pas tout avoir, vous finissez par ressentir cette frustration qui vous donne l'impression que votre pouvoir d'achat est en baisse, alors qu'en réalité, c'est votre vouloir d'achat qui est en hausse. Et pour vous montrer que sur cette évolution des prix, j'ai raison, même si ce n'est pas le bruit commun. Le bruit commun, je vous ai amené 3 produits à Rennes, qui ont baissé de plus de 20% en 10 ans. Vous imaginez, des pâtes, des coquillettes, tout le monde connaît des coquillettes, du camembert, des rillettes. En 10 ans, par exemple, et j'en ai des tas d'autres, je ne pouvais pas venir avec mon panier complet, les prix de ces produits ont baissé de plus de 20%. Vous voyez, la guerre des prix, oui, elle profite aux consommateurs. On peut discuter si l'industriel qui les a fabriqués, le salarié de cet industriel, lui, en a profité. Mais d'un point de vue consommateur, oui, les clients bénéficient de la guerre des prix. Il y avait le panier de la ménagère, il y a le panier d'Olivier Dauvert. Soyons fous. Merci beaucoup, Olivier. Jérôme, je reviens vers vous. Votre livre, c'est le point de départ d'un vaste projet transmédia baptisé l'Armée des Veilleurs. Alors, votre passion pour les Vikings, elle se décline en images et en musique également, c'est ça alors? Oui, en fait, ça n'est que le début en fait de la construction de ce projet, parce que c'est chronophage d'arriver à tout gérer en même temps. Je suis un peu le chef d'orchestre en fait d'un projet multiple. J'ai voulu faire sortir en fait l'histoire de ce livre pour ne pas la laisser seulement enfermée dans un roman. Donc j'ai travaillé très tôt sur du visuel, sur un clip qui a été tourné par des élèves de l'école de cinéma de l'ESRA, de Rennes. On a fait la musique avec mon ami Sylvain Barou, qui est un musicien reconnu ici en Bretagne, parce que j'étais musicien moi avant d'être romancier. Donc en fait, comme j'ai toujours travaillé dans la création artistique, quels que soient les domaines, j'avais envie de mettre cette on va dire capacité en fait de continuer en fait à travailler sur ces possibilités créatrices, et puis de travailler avec d'autres artistes. Également avec une photographe qui s'appelle Louise Bastet, avec laquelle on est en train de travailler sur qui a fait la couverture du livre et avec qui on travaille sur une exposition photo. Voilà, on essaye vraiment de faire travailler l'ouvrir là-dessus, et tout ça, ce sera centré sur un site internet qui s'appelle l'arméedesveilleurs.com tout simplement, et qui va mettre en scène en fait toutes ces créations. Vous êtes passionné, ça vous vient d'où cette passion pour les Vikings? Alors, c'est pas une passion pour les Vikings précisément, c'est une passion avant tout pour le haut Moyen-Âge breton, c'est-à-dire cette période qui va du 5e siècle, là, des invasions bretonnes, à l'époque où l'armorique s'est transformée en Bretagne, en fait, jusqu'à donc à peu près l'an 1000. Cette période du haut Moyen-Âge est une période fondatrice pour la Bretagne, c'est là qu'elle prend son nom, c'est là que la langue bretonne en fait s'installe, c'est là que cette forme d'indépendance qu'a la Bretagne encore aujourd'hui, en tout cas culturelle, se met en place aussi, puisque la Bretagne a été politiquement indépendante en fait pendant cette période, et on a beaucoup de blancs en fait aussi sur toute la période du Haut Moyen Âge, c'est passionnant de pouvoir réussir à fouiller et avoir des trouvailles en fait sur cette période-là. Et c'est une période. Il reste des traces. Oui, alors des Vikings en Bretagne. Alors, les Vikings très peu. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, on avait pas mal de certitudes. Aujourd'hui, elles sont un peu battues en brèche au fur et à mesure où la science avance. Par contre, ce que l'on connaît est très intéressant. On a par exemple une tombe viking qui a été trouvée à Groix, sur l'île de Groix. Ça a été fouillé, hélas, au début du XXe siècle. Hélas, parce que c'était à l'époque où la science n'était pas encore très avancée sur ce sujet-là. Mais tant mieux, parce que depuis, c'était sur un bord de falaise, et cette falaise s'est écroulée depuis. Et c'est une tombe naviforme, en fait, avec un bateau dans lequel était le guerrier qui était enterré là, enfin brûlé là, plus exactement. Donc oui, on a quelques traces en fait tangibles, et d'autres sont à venir probablement. Oui. Merci beaucoup Jérôme Nédélec, on vous écouterait pendant des heures, et il reste juste à lire ce livre, Les frontières liquides, pour se passionner, nous aussi, pour les Vikings. Il y en a d'autres qui se passionnent pour l'emploi et le recrutement, c'est Sébastien Nou.
Arnaud qui est avec nous ce matin. Alors ce matin, vous avez des offres d'emploi 100% bretonnes, évidemment, comme toujours. Exactement. Alors je vais vous parler de 2 entreprises ce matin. Donc si je vous dis Normiso, Label, c'est ce qu'on met en place dans certaines entreprises pour prouver les processus et les modes de fonctionnement. Et pour attribuer ces labels, il y a une entreprise, entre autres, qui est au Reux, juste à côté de Rennes, qui s'appelle Certis, et qui, avec une vingtaine de salariés, dont des auditeurs, parcourt justement ces entreprises-là pour mettre en place ces normes. Et il s'avère qu'ils recherchent en ce moment un assistant ou une assistante administrative et comptable. Donc quelqu'un qui soit capable justement de les accompagner de ce côté-là. Donc Marie, la responsable des ressources humaines, je l'ai rencontrée la semaine dernière, j'adore le côté humain de l'entreprise, le côté bien-être qu'ils mettent en place justement. Donc je vous invite, si vous avez ce type de profil-là ou vous connaissez quelqu'un qui répond à ce profil-là, à m'envoyer tout simplement un CV ou simplement un contact et je ferai suivre à l'entreprise Certis, donc Heureux. Parfait. Une deuxième entreprise. Une deuxième, on va un peu plus loin, côté Finistère, on en parlait tout à l'heure avec le soleil, à Châteaulin exactement. Châteaulin. Vous avez un grand bâtiment juste à côté de Salins-en-Lidé pour ceux qui connaissent, et c'est la société qui s'appelle Sodiz. Alors elle est vraiment extrêmement discrète et pourtant, ils sont à plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, une cinquantaine de salariés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sélectionnent de l'outillage à l'international, ils les importent à Châteaulin et les redistribuent à travers un réseau sur toute la France. Donc, ils recherchent, alors eux, ils recherchent pas mal de monde parce qu'ils sont vraiment en plein boom, en pleine croissance. Et ils ont un entrepôt où ils recherchent des personnes dans le domaine de la logistique, entre autres. Donc, si vous avez envie de participer, n'hésitez pas. Et des animateurs, des commerciaux qui sont responsables de différentes régions. Donc, à savoir que Christian, le dirigeant, et David, le directeur sportif, sont passionnés de rugby, comme moi. Donc, j'affectionne particulièrement cette boîte. Mais pourquoi je spécifie ça? C'est parce que cette ambiance de collectif qu'on peut retrouver dans ce sport-là, on le retrouve à la Sodiz. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Sébastien. On envoie donc nos petits mails à votre adresse meandmyboss.fr. Enfin, c'est sébastien.no@meandmyboss.fr. Très bien, merci infiniment. On va en retrouver un qui a le sens du collectif et qui donne de sa personne. C'est notre ami Billy. Où en êtes-vous, Billy? Par contre, j'ai retrouvé mon attache. Et c'est vrai que à une chaîne, la sensation est différente. Mais je suis vraiment recourbé à 4 pattes là. Alors, là ça monte. C'est le dos d'âne ça. Oh là. Ça redescend. Alors. Je ne sais pas ce que ça donne pour vous, mais pour moi, c'est vraiment une sensation extraordinaire d'être là comme ça. Et du coup, j'ai... Oh, putain. Je me suis pris le poteau de plein fouet. Alors, oh là là. Là, on n'a plus de repères. Alors du coup, j'essaye de chercher. Ah voilà, je savais qu'il y avait quelque chose là. Parce que ça nous aide, mine de rien, d'avoir ce truc ici. Alors là, on se demande ce que ça fout là. Une gouttière comme ça. Mais ça représente peut-être un autre objet dans la vie quotidienne, quoi. C'est là où je me dis que les mecs de l'urbanisme, parfois, devraient peut-être tous venir faire un petit tour ici pour se rendre compte des vraies difficultés que peut avoir un non-voyant dans la rue de tous les jours. Parce que nous, on s'en rend pas compte. Oh là là, bah oui, là par exemple, il y a une rambarde, elle s'arrête d'un coup, enfin, on manque de tomber, quoi. Oh, c'est vraiment impressionnant. Alors, ouh là là. Impression d'être complètement saoul, alors qu'on ne l'est pas du tout, je vous rassure. On n'a pas encore bu l'apéro ce matin. Et du coup, là, j'ai ma petite corde qui me protège et qui est là pour m'aider à avancer dans ce monde de brutes, de sensations incroyables. Alors, ah, ça doit être la cloche de fin. Donc ça y est, je suis arrivé à terme de ce parcours. C'est vraiment une sensation vraiment incroyable.
Sensation, je l'ai dit 42 fois. Et donc du coup, j'en peux plus. Laurence. Alors en fait, merci au Jardin de Brocéliande de m'avoir accueilli ce matin. Laurence vient de quitter le plateau en fait. Merci de m'avoir accueilli ce matin au Jardin de Brocéliande pour... J'allais redire sensation. Je crois qu'on a perdu Billy. Bon, bah écoutez, il décompresse. Là, c'est un petit poil stressant, cette histoire. Donc, il était au jardin de Brocéliande à Bréal-sous-Montfort pour une expérience au Jardin des Sens que je vous invite tous et toutes à tester. Vous voyez, c'est quand même extrêmement instructif sur les difficultés que les personnes non-voyantes peuvent rencontrer au quotidien dans la rue. Ça vous inspire quoi? Les mecs de l'urbanisme. Les mecs de l'urbanisme devraient regarder ce parcours. Qu'est-ce que ça vous inspire, Olivier? Que quand on est malvoyant ou même aveugle, on est quand même dans un autre monde. Ouais. Et voilà, l'amour rend aveugle, mais je préfère l'être par amour que par cécité physique, mécanique, parce que ça a l'air monstrueusement difficile que de vivre dans cette vie-là. Voilà. C'est très, Il a rigolé, compliqué. mais je pense que c'était plus nerveux qu'autre chose, parce que ça se voyait qu'il avait souffert du début à la fin. Oui, complètement. Il décompresse. Allez, remettez-vous bien, Billy. On vous retrouve dès demain. C'est maintenant l'heure du débriefing de cette émission avec l'amie Catherine Bossard qui nous rejoint de ce pas. Enfin, elle va essayer. Oula. Oui. C'est compliqué. C'est très compliqué, évidemment. C'est vraiment pas facile. Attendez. Olivier, là, il y a des gens. Laurence, je suis votre voix. Alors appelez-moi. Mais je vois ça. J'entends ça. Tout droit, c'est tout droit. C'est là. Vas-y. Tu chauffes. Viens, là. Attention. Voilà, il y a un viking qui te tient la main. Voilà, c'est une main de viking. Attention, attention. C'est pointu. C'est bon. Ok, c'est bon. Ok, voilà. Ok, je suis arrivée sur le... Parce que j'étais chez moi à pianoter sur Rosalie, voilà. Et puis forcément, idée de sortie, n'importe quoi. Une balade à l'aveugle, je me retrouve ici. Bien, c'est les bonnes énergies qui m'ont... Ah si, c'est bien. Ça, vous savez quoi, Laurence? C'est les bonnes énergies qui m'ont... C'est la géobiologie du plateau. Hein, il y a beaucoup de bonnes énergies. Regardez, je tourne à gauche. Ça y est. Vous aussi, Laurence, vous tournez à gauche. Attendez. Voilà, c'est parti. Voilà. Ok, c'est bon. Et donc, voilà, je voulais juste vous dire, Jérôme, tant que vous êtes là, il y a des vérités quand même que vous n'avez pas encore dit sur les Vikings, mais il y a tellement de choses à découvrir. C'est qu'eux aussi ont avancé à l'aveugle. C'est pour ça qu'ils sont allés notamment aux États-Unis, parce qu'ils voudraient aller aux États-Unis, sinon maintenant. Et comme Christophe Colomb, il n'avait pas trouvé. Et puis également, ils jetaient des pots de Nutella. Oui, sur leurs ennemis. Ce qui fait que ça crée des mouvements de foule, ça crée la panique dans le village et tout le monde s'entretuait pour les pots de Nutella. Donc ça, c'est une technique que les Vikings ont inventée. Ah non, ok, j'ai compris ce qui m'a attiré sur le... Donne-moi, s'il te plaît, Olivier, la rillette. Pardon, c'est ça qui m'avait attiré sur le plateau, Laurence. Désolée. Mais il y a une bonne ambiance quand même. Je retourne voir Billy. Salut Catherine, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'avoir été à nos côtés. Merci Jérôme, et on ne peut vous inviter tous qu'à lire ce livre, Les frontières liquides. Merci Sébastien, merci Stéphane, merci Olivier. Alors ne vous jetez pas sur les pots de Nutella. Merci à tous. On se retrouve demain. Nous recevrons Maëva Cook, Miss France 2018. Allez, on vous souhaite une magnifique journée sous le soleil breton. On s'est trompé de journée, je crois. C'était demain. Bon, on en achètera 20%. Avec Sojade, vous venez de commencer votre journée devant 9h50 le matin. Sojade, des recettes végétales bio débordantes d'imagination.